Nous allons maintenant corriger le second exercice. Tout d'abord, dans la première partie, nous vous demandions de calculer l'indemnité légale de licenciement en fonction de différents cas. Premier cas, un licenciement pour inaptitude. Il fallait donc calculer l'indemnité du licenciement lambda, l'indemnité légale, c'est-à-dire effectivement la formule de calcul en fonction des 3 ou des 12 derniers mois. Tout d'abord, on allait calculer la moyenne des 3 derniers mois et la moyenne des 12 derniers mois. Attention, bien évidemment, pour la moyenne des 3 derniers mois, à mettre les primes prorata temporis. Les 12 derniers mois, c'est tout simple, je cumule tous les mois, je rajoute les 2 primes et je divise par 12, ce qui faisait une moyenne de 2104,17. Pour la moyenne des 3 derniers mois, je cumule mes 3 derniers mois et je prends la prime de 1000 € prorata temporis, c'est-à-dire x 3 divisé par 6, c'est-à-dire 500 €. Donc je prends 2000 €, 2000 €, 2000 € plus 500 € et je vais diviser par 3 pour trouver une moyenne de 2166,67 €. C'est cette moyenne qui va servir de base effectivement au calcul de l'indemnité à proprement parler. Il faut donc calculer déjà en premier lieu l'ancienneté de cette personne. En fonction de sa date de début et de sa date de fin, elle a été très exactement présente dans l'entreprise 14,24 années. Rappelez-vous, il y a une formule de calcul pour les 10 premières années et une formule de calcul après. Donc je prends ma moyenne de calcul, 2166,67, multipliée par un quart, multipliée par 10 ans, ce qui va donner 5416,67. Puis je reprends ma moyenne, multipliée par un tiers et multipliée par les années qui restent. C'est-à-dire 2166,67 multiplié par un tiers, multiplié par 4,24 années, ce qui va donner 3063,55. Le total des deux, c'est donc son indemnité légale de licenciement, 8480,55 €. Ensuite, on vous donnait un cas pratique un petit peu différent. On vous disait que cette personne, finalement, avait été reconnue en maladie professionnelle. Dans ces cas-là, c'est très simple. L'indemnité légale de maladie professionnelle, c'est l'indemnité légale classique que l'on multiplie par 2. Dans ces cas-là, l'indemnité sera donc de 16 961,10 €. Troisième cas, un licenciement pour faute grave. Le salarié est en absence injustifiée. Il est en abandon de poste. Licenciement pour faute grave, c'est très simple, il n'y a pas d'indemnité à donner aux salariés. C'est d'ailleurs le cas aussi en cas de licenciement pour faute lourde. Dernier cas, un salarié a eu un comportement douteux et a été licencié pour faute simple. Il a donc droit à son indemnité légale de licenciement, puisqu'il n'y a qu'en cas de faute grave ou lourde où il en est privé. Même mode de calcul que pour le premier. On prend effectivement la moyenne des 3 derniers mois, la moyenne des 12 derniers mois. Je ne vous réexplique pas le calcul, c'est exactement le même. Ce qui va donner, pour la moyenne des 12 derniers mois, 1877,63. Et pour la moyenne des 3 derniers, 1655,03. C'est la moyenne des 12 derniers qui est la plus avantageuse. Ce qui est très souvent le cas d'ailleurs quand les salariés ont une baisse de rendement et sont moins productifs qu'avant. Donc l'indemnité légale de licenciement va être de 1877,63 multiplié par un quart et multiplié par le nombre d'années de présence, 2,18, ce qui va donner une indemnité légale de licenciement de 1021,71 €. On vous demandait également de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui se calculait exactement pareil, sauf que il fallait multiplier par un cinquième au lieu de multiplier par un quart. Pour info, ce calcul, c'est l'ancien calcul de l'indemnité légale de licenciement avant qu'elle ait été augmentée en 2017 par les ordonnances Macron. Il est bien évident qu'un cinquième étant plus petit qu'un quart, l'indemnité conventionnelle de licenciement va être moins avantageuse. Dans le premier cas, elle va être de seulement 7397,22. Dans le deuxième, seulement de 14 794,43. Dans le troisième cas,
faute grave, il n'y en a toujours pas. Et dans le dernier cas, elle va seulement être de 817,37. Il est bien évident que si elle est moins avantageuse dans un cas, il y a des grandes chances qu'elle soit moins avantageuse dans un autre, hein, surtout quand c'est un calcul aussi simple que celui-là. Troisième partie, l'indemnité compensatrice de congés payés. Dans le premier cas, celui de cette personne en maladie, il est bien évident que on allait partir sur des jours de congés payés restant avant qu'elle soit malade, qu'elle avait acquis avant de tomber malade et qu'elle a acquis partiellement pendant sa maladie. Donc, il lui restait 27 jours à 77,67 €. Il suffisait de faire la multiplication pour trouver le montant, 2097,09. Elle n'a rien acquis depuis puisqu'elle était malade. Elle n'en acquiert pas non plus pendant le préavis pour la simple et unique raison, c'est que le préavis est non effectué. Et c'est assez spécifique dans l'indemnité. Non, elle n'en acquiert pas non plus pendant le préavis car le préavis est non effectué. Et bien évidemment, on ne peut pas non plus calculer le maintien, tout simplement parce que le salaire précédent était à 0. Donc on va rester sur la base dixième de 2097,09. Dans le deuxième cas, l'abandon de poste, on vous demandait également de calculer les différentes indemnités de congés payés. Tout d'abord, les congés payés acquis. Il avait acquis 30 jours, il en a pris 25, il en reste 5. 5 à 62 €, ça fait 310 € de base dixième. Si je prends le maintien, salaire du mois précédent divisé par 26 multiplié par 5, on arrive à 317,69. C'est donc le maintien le plus avantageux. Les congés payés en cours, il suffit de cumuler la totalité des congés de la période divisé par 10 pour trouver la base dixième, ce qui donne 1957 €. En effet, il a acquis 30 jours puisqu'il a été présent toute la période. Et le maintien, lui, salaire du mois précédent, divisé par 26, multiplié par 30, on arrive à 1906,15 €, c'est moins avantageux. Dernier cas, le licenciement pour faute simple. Alors le salarié, pour la faute simple, il n'y a aucun souci, il a droit à ses congés aussi. Il avait acquis 2 jours sur la période précédente, il avait pris 2 jours, il lui en reste 0, donc il n'y aura pas d'indemnité de congés payés acquis. Concernant les congés payés en cours, inutile de calculer le nombre de jours, il était présent tout le temps, donc c'est 30 jours. On va faire le cumul de tous les salaires. Attention, on ne rentre pas les primes semestrielles dans le calcul. Et on va diviser par 10 ce cumul. On arrivera donc à 2082,16. En l'état, on ne peut pas calculer le maintien. Pourquoi? Parce que le maintien, c'est effectivement le salaire du mois précédent, le solde de tout compte. Or, du fait de son préavis, on ne va faire son solde de tout compte que dans 2 mois. Donc on ne va pas avoir l'info complète pour pouvoir, et notamment on n'aura pas l'info du mois précédent, le solde de tout compte. Donc on ne peut pas calculer son maintien en l'état. C'était un petit piège, on va dire. Et enfin, il faut quand même savoir qu'il va acquérir des congés à partir du mois de juin. Et oui, parce qu'il sera en préavis. Le préavis, même s'il n'est pas effectué, il donne quand même lieu, alors sauf en cas d'inaptitude où là il ne donne lieu à rien du tout, mais dans les autres cas, il donne quand même lieu à des congés payés. Donc, il va falloir lui payer ses congés. Il aura acquis 4 jours. Avec effectivement un montant, une base dixième que vous ne pouvez pas calculer, bien évidemment, un maintien qu'on ne peut que estimer aussi, donc voilà, on l'estime à 227,74 €. Pourquoi? On sait simplement qu'il aura acquis 4 jours de congé, difficile de calculer que ce soit la base dixième ou le maintien parce qu'on n'a pas les informations complètes. Il faudrait effectivement qu'on ait les bulletins de juin et de juillet pour pouvoir le faire. Enfin, dans cette dernière partie, on vous demandait d'établir bulletin de paye, certificat de travail et solde de tout compte de la salariée licenciée pour inaptitude. Je vous laisse donc regarder ci-dessous les différents éléments, le bulletin de paye, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, afin effectivement de vérifier si les documents que vous avez vous-même remplis étaient corrects. Merci pour cet exercice. Nous allons ensuite faire un 3e exercice dans la partie prochaine. Merci.